La séquence introductive laisse place à une séquence dédiée à l'innovation avec des projets innovants, des initiatives inspirantes. Et on commence avec le sujet énergie renouvelable, mutualiser la production, sécuriser les coûts. Et j'ai le plaisir d'appeler Édouard Visserias, directeur de Geldélis, Frédéric Mélier, directeur développement économique, emploi, enseignement supérieur de Vitré Communauté, et Guy Crozet, dirigeant d'AMI, atelier de métallerie industrielle. Vous pouvez les applaudir, les encourager. Bonjour messieurs, merci de prendre place. Vous avez deux micros à votre disposition. Alors j'en profite que vous montiez sur scène pour vous présenter rapidement. Guy Crozet, bonjour. Vous êtes dirigeant d'atelier de métallerie industrielle AMI et API pour le volet peinture. Vous êtes situé dans la zone du Haut-Montigné dont on va parler, c'est à Torcé, près de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Vos deux entreprises ont une complémentarité sur le plan énergétique, on va y revenir. Frédéric Mélier, bonjour. Vous êtes représentant de Vitré Communauté, vous dirigez le pôle de développement économique, emploi et innovation. Et puis Édouard Visserias, vous êtes directeur de Geldélis, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans les produits traiteurs surgelés. Alors on va commencer tout d'abord avec Guy Crozet, parce que quelque part ce sujet de la boucle d'autoconsommation collective, elle vous a trotté dans la tête à un moment donné. On peut dire que vous avez été un des pionniers de ce projet-là. Quel a été le point de départ ? Bonjour. Alors le point de départ, c'est tout simplement l'identification d'une complémentarité entre nos deux activités de métallerie et de peinture, complémentarité d'un point de vue thermique, assez grosse consommation d'air comprimé pour l'activité métallerie, donc qui dit air comprimé dit compresseur, qui génère de la chaleur, qui jusqu'à il y a une dizaine d'années maintenant partait aux étoiles, l'atelier d'à côté, atelier de peinture, qui nécessite de la chaleur, notamment pour les bains de traitement, pour la cuisson de la peinture. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de payer des factures de gaz d'un côté pour l'atelier de peinture et puis d'avoir de la chaleur qui part aux étoiles côté métallerie. Donc la chaleur issue, j'allais dire, des compresseurs qui eux fonctionnent avec de l'électricité. Donc assez rapidement, on a mis en place des systèmes un circuit de chaleur, tout simplement, ce qui a pu générer des économies de consommation de gaz pour l'atelier de peinture. Donc là, on était en grosso modo en 2015 et on a fonctionné comme ça très bien pendant quelques années. 2019, on a construit une nouvelle usine donc dans la zone du Montigné. Cette expérience positive nous a amené à nous poser encore davantage de questions sur les synergies énergétiques entre nos activités. Et sur cette usine de 2019, on va jusqu'à chauffer complètement l'atelier de métallerie, là en récupérant la chaleur qui est dans l'atelier de peinture. Donc, qui est chauffé partiellement par les compresseurs, on va le dire comme ça, mais aussi par du gaz pour tous les compléments qui peuvent être nécessaires. Et l'hiver, on chauffe complètement l'atelier de métallerie grâce à la chaleur de cet atelier de peinture. Et en poussant le raisonnement, en particulier 2020, 2021, 2022, l'envolée des prix du gaz. Je sais pas pourquoi, on a été amené à davantage réfléchir. Voilà. On s'est dit, finalement, ce qu'on fait nous avec nos ateliers, nos usines qui sont mitoyennes, qui sont côte à côte, est-ce que ça peut pas être déployé à une échelle plus importante, à l'échelle d'une zone industrielle? C'est à peu près cette période qu'on a été amené à échanger avec Geldélis, notamment, alors sur les achats d'électricité au hasard, mais aussi sur de l'échange de chaleur. Geldélis, Édouard va mieux le décrire, mais qui fait du surgelé, donc qui a besoin de froid. Qui dit production de froid dit évacuation de chaleur, et il y a la rue à traverser, j'allais dire, pour amener la chaleur chez nous. Il se trouve que pour l'instant, on n'a pas pu avancer sur ces thèmes-là pour des raisons techniques, de régime des températures, etc. Mais ça nous a amené d'autres idées, notamment sur les sujets électriques. Et c'est là qu'on en vient à nos centrales de production photovoltaïque, à la boucle énergétique sur la zone industrielle, où on a effectivement identifié là aussi des complémentarités à l'échelle d'une zone sur nos profils de consommation électrique, mais également sur des surfaces de terrain disponibles, non utilisées, non
non utilisables sur lesquels on va pouvoir produire de l'électricité. Alors c'est intéressant, Guy, à travers votre témoignage, de voir que il y a une préoccupation évidemment de dirigeants d'entreprise, et d'un cas particulier, on va vers le collectif, et c'est là que le rôle des pouvoirs publics est extrêmement important, en l'occurrence de Vitré Communauté. Tout à fait. Alors c'est là qu'on a besoin du support de Vitré Communauté. Alors discuter avec un voisin, j'allais dire Gel d'Hélice, par exemple, il n'y a pas de souci, 2 à 2 on y arrive, mais quand on commence à être 5, 10, 15 à échanger ensemble, il y a besoin d'une certaine organisation, et quand on commence à avoir des projets qui nécessitent de l'investissement lourd comme ceux qu'on évoque, qui nécessitent aussi d'utiliser les voies de communication, que ce soit des réseaux ou des routes, etc., qui sont dans la zone, là on a besoin du public, et on a aussi besoin du public pour la tenue et la vie du projet dans la durée. Nous, entreprises, on va naître, on va vivre, on va mourir, on va déménager, on va sur des projets comme celui-là, où on est en train de planifier les choses sur 25 ans, ouais. On a besoin d'un fil rouge et de quelqu'un dont on est sûr de la présence, j'allais dire, sur la durée. Et là, les planètes se sont alignées parce que Vitré et Communauté, je donne la parole à Frédéric Mélier, effectivement, avaient aussi le projet d'engager les transitions sur ces zones d'activité. N'est-ce pas, effectivement, ça a été l'enjeu pour vous, Frédéric Mélier? Effectivement, on a engagé un programme de requalification, extension de la zone que vous voyez sur le plan là. C'est une zone très ancienne, hein, elle est née dans le début des années 70. Ça nécessitait pour nous un travail de requalification, ça veut dire de reprise des réseaux, de voirie, etc. Bon. Et honnêtement, sans l'engagement des entreprises sur cette démarche de transition, je ne sais pas si on y serait allé tout seul, je dis avec toute franchise, mais au final, on a pu intégrer les sujets qu'a évoqué Guy, c'est-à-dire la question du reuse. Donc sur l'eau, le sujet de la valorisation de la chaleur fatale, la question de la production d'énergie partagée entre les entreprises dans les études de requalification de la zone, ce qui a eu des effets, et notamment, même si tout n'a pas été au bout, mais par exemple sur la question des reuse, on a pu profiter du changement des réseaux pour remettre des tuyaux qui partent d'une station privée vers les entreprises, et sur la question de l'énergie, là pour le coup on a pu, ça apparaîtra sur les questions de budget, mais écraser largement les coûts par la prise en charge par la collectivité des études préalables, de tout un tas de travaux de terrassement qui ont été conjoints ou mis en place en parallèle de la requalification de la zone. Donc, et du coup maintenant, on a pris cet exemple-là et on l'applique dans toutes nos zones. Chaque fois qu'on entame une requalification, une extension, on engage systématiquement des sujets énergétiques et de transition dans toutes ces études-là. Quelles ont été les motivations des entreprises, vous qui avez une vision d'ensemble ? Je pense qu'il y en a plein. Alors, le contexte financier du moment, avec les coûts de l'énergie, a un impact très évident sur la mise en place du projet. Donc, quelque part, il y a un sujet compétitivité de manière pour l'électricité à sécuriser l'approvisionnement d'une bonne partie d'énergie des entreprises sur une durée longue à coût stable. Donc là, on est capable, et vous le verrez juste après, de garantir un prix de sortie d'énergie stable sur des volumes d'autoconsommation par des entreprises relativement élevés, ce qui est quand même un gage de compétitivité. Mais manifestement, il n'y a pas que ces éléments-là. Il y a un sujet de transition des entreprises, donc de RSE. Alors pour certains qui sont dans la zone d'activité des sous-traitants de donneurs d'ordre importants dans le secteur de l'automobile, par exemple, on voit bien que ces donneurs d'ordre-là ont leur propre logique de transition qu'ils renvoient vers leurs sous-traitants, et pour les sous-traitants, pour répondre à leur marché, c'est utile de pouvoir mettre en avant une logique de transition. Il vous aura pas échappé que sur le territoire du Vitré Communauté, on a une légère tension sur le sujet de l'emploi avec un taux de chômage plutôt très bas. C'est aussi donner une image à la zone, c'est aussi donner une identité, une démarche de transition qui favorise l'attractivité des candidats. Bref, donc c'est à la fois un sujet de qualité de vie économique pour les entreprises, c'est aussi un sujet d'image de la zone, de valorisation de l'industrie. Bref, pour un territoire industriel comme le nôtre, on a vraiment tout à y gagner. Accessoirement, on y gagne aussi puisqu'on est co-actionnaire
Vitré Communauté. C'est toute la particularité du projet. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous faire préciser, c'est que le bras armé en fait de ce projet-là, ou en tout cas l'organisation qui fait qu'effectivement ça peut fonctionner, c'est que vous avez créé une société de production d'énergie. Alors, effectivement, les éléments qui sont affichés là montrent l'étude qui a été menée. Donc, on a pu explorer tout le potentiel de production d'énergie solaire sur la zone que vous voyez là. On ne va pas tout exploiter parce que les investissements sont extrêmement lourds, même si on va y aller par étapes. Mais effectivement, on est arrivé à une conclusion. Je passe un petit peu les étapes, mais on est arrivé à une conclusion qui fait que on a pu collectivement, donc 7 acteurs, 6 entreprises et Vitré Communauté, créer une société d'investissement et de distribution d'énergie qui s'appelle Montigné Énergie. Guy Crozern est le président. Premier président. Geldélis en est actionnaire au même titre que Vitré Communauté. Et cette particularité, c'est d'avoir un actionnariat public-privé sur ce projet-là, et pour les raisons qu'a évoqué Guy, c'est-à-dire que l'acteur public que nous sommes vise à garantir l'esprit du projet dans la durée. C'est-à-dire et vous verrez, on en reparlera juste après, mais dans l'actionnariat, il y a un certain nombre d'éléments très distinctifs de ce projet qui en font quelque chose d'assez particulier en fait. Alors effectivement, on va y revenir dans le débat. C'est le moment de donner la parole à Édouard pour Geldélis. Alors comment vous avez été convaincu qu'il fallait s'impliquer dans ce projet? Donc Geldélis, on est une PME de 60 personnes. On réalise des quiches et des tartes salées en surgelé. Donc on est on va dire une petite entreprise, mais qui vit pleinement les problématiques énergétiques, et on s'est dit qu'une solution qui nous permettrait de sécuriser le coût énergétique était évidemment très positif pour nous. Et pourquoi on a adhéré au projet, c'est qu'au-delà de la dimension technique et de la participation de Vitré Communauté qui est un appui formidable, on s'est surtout rendu compte que le collectif de la zone était très puissant. C'est vrai que Geldélis, on est par exemple dans le réseau produit en Bretagne, on identifie la force du réseau breton, et là localement, se dire qu'une somme d'entreprises avait précisément la même problématique et pouvait travailler ensemble, c'était extrêmement vertueux, puisque une PME n'a pas toujours les ressources, ne serait-ce que temps, pour gérer ce type de dossier. Et on a trouvé une organisation et puis des liens, puisque effectivement ça débute sur le sujet d'énergie. Demain il y aura peut-être l'eau. Enfin voilà, en discutant davantage entre entreprises, on s'est rendu compte qu'on avait toute une somme de sujets à partager, et qu'on espère grandir finalement ensemble et optimiser nos ressources. Alors il faut être clair, le nerf de la guerre, c'est évidemment le prix de l'énergie. On a vu leur évolution depuis le début de l'année, au fond, et c'est normal, quand on mène une activité, on peut avoir tendance à être opportuniste. Là, vous êtes engagé dans un projet de long terme. Comment vous êtes sûr de ne pas être perdant, pour parler très directement? Alors économiquement, je veux dire, on n'est jamais sûr de gagner. Il faut être très clair, puisque on travaille avec un GIE sur l'énergie, donc on essaye d'avoir un coût de l'énergie plutôt optimal. Mais travailler sur une proportion importante, mais pas majoritaire, c'est une garantie. C'est-à-dire que quand on se projette dans les budgets, on sait qu'on a 15 ou 20% de notre énergie qui a un coût donné, et ça sécurise. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais la certitude, mais je veux dire, on sera gagnant, puisque déjà d'un point de vue environnemental, on aura quand même passé une étape de décarbonation qui est très positive. Frédéric, alors justement, dans l'organisation, les statuts même de l'entreprise Montigné Énergie, il y a la précaution de veiller à ce que le prix soit stable, y compris dans son actionnariat. Juste avant ça, je voulais préciser un point, c'est que investir à plusieurs, c'est un gain d'économie très important dès lors que on trouve une complémentarité dans la consommation de l'énergie. Et c'est le cas ici, puisque les cycles de consommation ne sont pas les mêmes entre les entreprises de la zone, et du coup, ça permet globalement d'investir moins pour que chacun ait un volume d'énergie relativement important. Et d'ailleurs,
la collectivité vient faire le complément le week-end en alimentant ses piscines avec le surplus d'énergie qui est produit. Pour pour que ça soit le plus efficace, le plus rentable, il faut qu'il y ait une autoconsommation maximisée, donc un lissage de l'utilisation de l'énergie. C'est ce qui est permis. Gel délice ne ferme pas en août, travaille évidemment avec des groupes froids en continu. C'est moins le cas d'autres entreprises, et donc il y a cette complémentarité qui fait que le projet est viable. Et donc clairement, entre un investissement individuel, Guy l'a chiffré pour lui, et un investissement collectif, l'efficacité n'est pas la même, clairement. Et par ailleurs, dans les statuts qui ont été constitués, donc, la logique d'autoconsommation collective, elle fonctionne globalement bien avec des petits porteurs, mais dès qu'on arrive dans des zones d'activité avec des industriels, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'eux-mêmes achètent l'énergie à un prix relativement bas. Donc pour amener les entreprises à ce projet-là, il fallait trouver un modèle qui garantisse un coût de l'énergie stable et bas, et acceptable pour les entreprises de la zone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à une entreprise industrielle sécurisez votre prix d'énergie en payant 5 fois le prix que vous payez aujourd'hui, quoi. Ça marche pas. Donc il y a le sujet qui a été évoqué tout à l'heure sur l'équilibre économique du projet. Donc c'est sûr que si on avait proposé, donc là on arrive à peu près entre 7 et 8 centimes du kilowatt, si on avait proposé ce prix-là en 2022, tout le monde signait. Bon. On est en 2025, c'est moins simple, donc on a pu fédérer collectivement les 7 acteurs autour de ce projet avec ce prix qui était défini. Mais pour arriver à ce prix, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été importants. C'est d'abord la mutualisation des travaux avec l'aménagement de la zone. Donc ça a permis d'écraser un certain nombre de prix, de coûts d'investissement, de coûts d'études. On a aussi dans les statuts valider le fait que l'actionnariat est rémunéré à un taux extrêmement bas, qui fait que le seul intérêt pour les industriels d'y venir, c'est pas un sujet de mettre des billes dans une société, c'est d'aller chercher de l'énergie. Et donc le seul intérêt, c'est vraiment le coût de l'énergie. Du coup, ça a permis de réduire le prix. Il n'y a pas la recherche en fait de marge. On est à l'équilibre. Alors, le but c'est de produire l'énergie au prix le plus bas. C'est pas sans difficulté cet élément de contexte, parce que souvent les sociétés d'investissement qui interviennent là-dessus ont des taux de rentabilité élevés. Là, volontairement, pour écraser le prix de l'énergie, ça n'a pas été le cas. Et donc, on a été sollicité par des acteurs bancaires, par un certain nombre d'acteurs qui voulaient venir dans ce projet, qui n'y sont finalement pas rentrés, pour cette raison-là. Parce que finalement, les seuls qui ont un intérêt à rentrer dans le projet financièrement, ce sont ceux qui vont consommer l'énergie. Ouais, entendu. Guy, pour vous, évidemment, ce point est crucial. Vous êtes président de Montigné Énergie. Pour finir cette présentation, un point sur l'avancement du projet. Où en est-on? Qu'est-ce qui a été mis en place? On est sur une première phase d'investissement en 2025, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a effectivement 2 fonciers sur cette première phase. En tout, il y a 3 fonciers qui ont été identifiés. Ah oui. Là, on arrive dans la mise en œuvre du premier foncier qui est au nord-ouest, la zone jaune ZC 198. Là, on arrive dans le concret, dans des choix de matériel, dans vraiment des choix techniques. Je vous cache pas qu'avec ce qui s'est passé au niveau gouvernemental ces derniers mois, on n'a pas gagné de temps. Ouais. Mais on est concrètement sur le foncier 1, le foncier 2 qui est au sud-est, tout en bas à droite sur la photo. Les choses sont en train de se préciser également. Et le troisième est identifié à ce stade, mais là concrètement, on n'est pas, les choix techniques ne sont pas faits. En tout cas, voilà, c'est un projet en cours avec effectivement des échéances à très court terme. Voilà, et je le rappelle là, avec des taux de fourniture pour nous industriels, pour une première phase, on parle de 30% de nos besoins fournis par la boucle énergétique, avec une cible à 75%. Effectivement, c'est très important. On peut applaudir nos 3 intervenants pour leur partage d'expérience. On a le temps pour des questions, des demandes de précision. N'hésitez pas à vous signaler. Un micro va vous être amené devant, s'il vous plaît. On peut amener un micro. Merci, monsieur, de vous
présenter avant de prendre la parole. Le micro arrive dans un tout petit instant. On vous écoute. Bonjour, Charles Tabat, société Codra. On fait des outils SCADA. J'avais une question, donc merci pour la présentation, c'était extrêmement intéressant. Comment, en fait, alors là, vous nous avez montré comment vous avez mis en place la société, mais comment vous, qui contrôle aujourd'hui en fait cette boucle d'autoconsommation, c'est-à-dire qui regarde, qui supervise en fait les différents équipements, comment ça se passe, parce que là, effectivement, on est entre plusieurs entreprises, il y a une commune. Comment vous faites? La maintenance, le suivi des consos, qui pilote? Alors, là, on est dans une phase où les premières déclarations de travaux sont imminentes. La société va se doter d'une prestation de maintenance qui va gérer la maintenance au long cours du projet, donc maintenance préventive et curative. Après, il y a le sujet de la répartition des productions d'énergie. Donc là, il y a ça s'appelle une PMO qui va se mettre en place, avec des clés de répartition pas simples. On a un prestataire qui va nous aider sur l'organisation des clés de répartition. Donc globalement, la société, donc c'est une société qui sous statut de SAS, donc a un conseil stratégique, et ce conseil stratégique est chargé de prendre les décisions qui vont permettre de régler ces sujets-là. Donc on a aujourd'hui toutes les propositions qui sont en cours de travail, notamment sur cette question de répartition de la consommation. Il y a de la question de la facturation derrière, etc. Donc, voilà, tous ces sujets-là sont intégrés dans la société Montigny Énergie, qui n'a pas de salariés et qui du coup va déléguer par achat de prestations ces sujets-là, quoi. C'est très clair. D'autres questions, demandes de précision? Peut-être moi, simplement une question. Alors, vous allez dire, c'est en cours aujourd'hui, mais quelles pourraient être les perspectives après cette boucle d'autoconsommation sur des panneaux solaires? Est-ce qu'on pourrait imaginer travailler sur d'autres sujets? Je vous rappelle que là, on est sur un premier investissement d'1,2. Au maximum, on en avait prévu 11, donc il y a un peu de marge. Il y a un peu de cap. Mais ça a été dit par Geldelis et puis AMI. La participation et le travail collaboratif, il amène plein de choses en fait. Sur des questions peut-être d'achat groupé demain, de traitement des déchets, de valorisation de la chaleur. Guy l'évoquait tout à l'heure, l'étude sur la chaleur a été concentrée sur la partie ouest de la zone. Ouais. Et le gros conducteur de chaleur, c'est Geldelis, et puis il y a quelques consommateurs. Et on a un petit souci de comment on coupe la départementale 777 là, qui sépare la zone en deux pour ramener des tuyaux. Donc on est en train d'étudier ça. D'accord. Mais du coup, c'est un sujet de valorisation de chaleur qui est pas qui permettrait d'aller capter les autres entreprises, sachant qu'il y a des industries agroalimentaires de l'autre côté. Il y a un sacré potentiel effectivement en faisant cette connexion. Une question, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des zones d'activité où on pense les bâtiments en les connectant, en imaginant qu'il y a telle activité et qu'il puisse y avoir de la collaboration de ce point de vue-là? C'est un sujet qu'on a déjà évoqué, puisque cette zone fait l'objet d'une extension à droite, à l'est, et on l'a pas tout à fait intégré pour l'instant, mais on pourrait imaginer que le choix des acteurs qui viennent s'implanter soit un choix qui contribue à lisser la courbe de consommation de l'énergie. Imaginez des complémentarités. C'est une belle perspective. Merci, on peut les applaudir pour ces témoignages très enrichissants. Merci à vous.